Donc la présentation que je vais faire est la présentation d'un développement, un des multiples développements proposés par mon activité Moodle assidue depuis 6 ans en marge et à l'intérieur de l'école d'informatique dans laquelle je suis. Ce module fait partie d'une offre qui se retrouve sur le site www.ethnoinformatique.fr, dans laquelle j'ai mis en place ce que Éric Bugnier ou Jérôme Desmiaux avaient appelé la caverne d'Ali Baba de Valérie Frémaux, puisque je me suis depuis très longtemps engagé à tous les développements que j'entamais sur Moodle, les amener à un point de distributabilité, je dirais presque officiel, pour autant que je peux et pour autant que j'en ai le temps. Donc le module de gestion de projet technique en environnement pédagogique. Je vais parler un tout petit peu de projet d'abord. Lorsqu'on parle d'enseignement technique et technologique en enseignement supérieur, et ça peut s'extrapoler aux IUT, aux BTS et éventuellement à certaines formations de lycée technique, puisqu'on retrouve la notion de gestion de projet dans les filières TSI, sciences de l'ingénieur. On a ce problème de dire, voilà, qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qu'on met dans cette enveloppe d'enseignement technologique? Alors, on a un enseignement de sciences fondamentales, sous-jacentes, des connaissances de base, les mathématiques, la physique, la mécanique, on a un certain nombre de choses théoriques. On a un certain nombre de matières qui constituent des sciences appliquées, qui commencent à approcher à une application métier de ce socle de base de connaissances que l'on appelle les sciences fondamentales. Là, on va arriver sur ce qu'on appelle les sciences de l'ingénieur. Et puis, l'enseignement des techniques, c'est-à-dire l'enseignement des technologies, où là, on va commencer à examiner ce que les industries, ce que les technologues ont mis sur le marché, puisque une partie de l'activité de l'ingénieur sera vraisemblablement d'assembler et d'utiliser des produits qui sont en place. Et enfin, on a un dernier enseignement qui est l'enseignement des pratiques, puisque la notion de projet est extrêmement importante dans l'enseignement technologique, mais je crois que maintenant, dans notre communauté Moodle, la notion de projet elle est importante partout, et je crois qu'on a eu un exemple brillant juste avant. Dans notre problématique d'enseignement scientifique et technologique, on doit pouvoir amener les étudiants qui ont une vue très utilisatrice de la technologie à passer le cap et à dire, ben voilà, il faut que je devienne un professionnel de la fabrication de cette technologie ou du moins de sa manipulation à des fins professionnelles. Nous avons donc on a un certain nombre de problématiques. Dans la gestion de projet, quand on regarde ce qui se passe dans l'industrie, on a le problème de la gestion du temps et des ressources, c'est-à-dire que le projet, c'est construire un certain nombre de choses dans un temps limité avec un certain nombre de moyens limités. Et nous avons une deuxième problématique qui est la gestion de l'objet produit. C'est-à-dire que toute production, qu'elle soit immatérielle ou matérielle, va constituer un certain nombre d'objets à produire. Et ces objets peuvent avoir une structure compliquée et ça fait tout un paquet de ressources à gérer. Et les deux vont être en interaction, puisqu'effectivement, plus j'ai de ressources à fabriquer, plus ces ressources sont elles-mêmes individuellement complexes, plus je vais avoir besoin de temps. Et là, il y a une équation qui est l'équation finalement de faisabilité du projet en fonction des délais qu'on va m'attribuer. On réfléchit donc depuis très longtemps dans l'industrie à des méthodologies de conduite de projet. Et on a deux grandes méthodologies qui se dessinent et qui sont souvent un petit peu en contradiction et en combat. Ce qu'on appelle la méthodologie de conduite par les procédés, dans lequel on dit on vous donne les procédures pour fabriquer la chose et on espère qu'à l'arrivée, la chose va ressembler à ce que les procédures ont prévu qu'elle soit. Ce n'est pas toujours le cas, ça dérape souvent, mais tout ce procédé-là va s'orienter vers la méthodologie pratique à conduire pour obtenir le résultat. C'est une méthodologie qui est en train de monter aujourd'hui sous forme de modèles que sont en train de présenter les Américains, qui s'appelle CMM, et qui conduit à spécifier les pratiques et non pas les objectifs. C'est-à-dire décrire le produit que l'on veut obtenir. Non, les Américains disent on va décrire les pratiques qui permettent de fabriquer les objectifs, et l'objectif sera ce qu'il sera à l'issue de ces pratiques. On a une deuxième méthodologie qui est beaucoup plus européenne,
qui est de dire, ben on va, alors là c'est très classique, on va spécifier l'objectif, on va décrire l'objet que je veux produire, avec des plans, avec des spécifications, on prévoit tous les aspects du dispositif, et ensuite on va réfléchir sur avec quelle méthodologie ou avec quel processus de fabrication qui arrive à la fin du procédé. Une fois qu'on a défini l'objet, on va définir les procédés de fabrication et on arrive à fabriquer l'objet. Il existe un certain nombre de méthodes connues de cycles de gestion de projet qui sont très classiques et très célèbres dans cette thématique, ce qu'on appelle le cycle en V. Le cycle en V part d'un cahier des charges fourni par un client, va passer par des spécifications système, va passer ensuite, une fois qu'on connaît les objets de notre système, par des spécifications détaillées. On va voir chaque morceau et on va dire, voilà exactement comment il doit fonctionner, voilà ce qu'il y a dedans. Puis une définition, on va descendre en granularité jusqu'à définir des tout petits objets de manière à ce que chaque objet soit gérable d'un point de vue de la fabrication et de l'acte de fabrication. On arrive à un point bas qui est la réalisation et on va remonter vers la livraison et à chaque fois avec des boucles de contrôle et des boucles de rétroaction qui permettent de dire, si on s'est planté dans on a des erreurs au niveau du développement d'un composant, on va repenser le composant. Si on a des erreurs au moment donné où on intègre les parties, il y a un problème sur l'architecture à un petit peu plus haut niveau. Et donc on a ce cycle en V qui est extrêmement classique. On a un autre cycle qui est ce qu'on appelle le cycle en spirale. Le cycle en spirale reproduit une certaine forme de cycle en V, mais en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'on fabrique une première version du produit qui doit remplir un certain nombre de spécifications, et on va ensuite dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut à l'étape suivante, processus de développement qui repart au début, on repart dans le cahier des charges, on repart dans le fameux cycle en V qu'on a vu, et comme ça, on va évoluer, on va améliorer le produit. C'est typiquement le cycle de Moodle aujourd'hui, dans lequel, à chaque nouvelle version, il y a une roadmap qui est écrite pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour la version suivante. On est vraiment dans ce type de gestion. On a ensuite un type qui est beaucoup plus moderne, qui est assez récent, qui est ce qu'on appelle les cycles issus des développements agiles, qui sont des méthodes qui ont pas plus de 5-6 ans aujourd'hui de développement. C'est une méthode par laquelle on élimine tout ce qui est définition très formelle de l'objectif ou des méthodes avant de commencer à travailler pour finalement se mettre au travail tout de suite et se mettre au travail dans un processus de fabrication qui a quand même une certaine structure et dans lequel c'est justement la collaboration, la communication qui va être essentielle. C'est-à-dire on se met tous au travail et on se définit tous les procédés d'échange d'informations de manière à ce que la construction avance et en collectif, en collaboratif. On est complètement dans un système de coopération et donc dans un système de constructivisme ici. Ces méthodes s'appellent agiles, alors il y en a un certain nombre, il y a RAD, Rapid, le HC+, Development. Il y a l'extreme programming dans le monde du logiciel. Il y a des méthodologies comme Scrum qui sont aussi des méthodes extrêmement rapides et déformalisées de manière à ce que le produit avance très vite et que ce soit finalement l'observation du produit en cours de construction qui va rétroagir dans des cycles extrêmement rapides, c'est de l'ordre d'une semaine. On va voir le client, on montre voilà comment le produit fonctionne. Ah oui, mais ce n'est pas tout à fait ça que je vois, donc on réintègre dans le cycle de développement avec une méthodologie de test, surtout, très important, de présentation au client et de réinjection de ses commentaires. Un deuxième concept que j'ai... alors là, c'est un concept aussi qui est connu dans la gestion de projet et c'est un concept qui est assez fondamental dans le module que j'ai voulu présenter, c'est la notion de raffinement successif. La notion de raffinement successif, qui est à la base du Tech Project, dit que lorsqu'on aborde un projet, on a une vue très très floue de l'objet à conduire ou de l'objectif, et on va commencer à diviser pour régner. C'est l'expression vraiment du dicton historique, dans lequel il faut casser le système en morceaux de plus en plus petits, et à un moment donné, on a une vue suffisamment globale de la petite... Alors qu'on était devant l'objectif et qu'on était le nez devant un énorme objet dont on ne voyait pas très bien la forme parce qu'on est trop près, on a découpé dans un objet beaucoup plus petit, là, il rentre dans notre champ de vision et on est capable de le faire. Donc voici les concepts. Non, je ne veux pas redémarrer. Voici les concepts qui ont présidé à la construction de modules Tech Project, c'est-à-dire comment
gérer un projet de type technique dans un environnement pédagogique avec moi je suis en phase de 250 étudiants. Voilà, grosso modo. Alors heureusement, nous sommes 4 profs à nous diviser, nous n'avons pas les mêmes ratios que la présentation d'avant à l'université belge qui nous a présenté son truc. Nous, on est 4 profs pour 250 étudiants. Donc, il faut des outils de productivité, surtout en pilotage de projet, puisque les groupes se font par 4 étudiants, et que même en divisant en 4, ça fait quand même un paquet de quadrinômes. Alors, l'idée de ce dispositif, c'est un modèle simplifié d'une gestion de projet, c'est-à-dire on ne va pas chercher à fabriquer un véritable gestionnaire de projet, parce que c'est extrêmement complexe. Un modèle simplifié, mais qui répond bien à la problématique du pilotage. Un modèle réduit à la production d'un objectif, c'est-à-dire que nous, quand on est une école d'informatique, donc effectivement, notre produit, c'est un projet informatique. C'est du logiciel, c'est un certain nombre de fichiers, des ressources, des documentations. Et puis, notre problème, on s'est rendu compte que, alors que tous les outils de gestion de projet proposaient une gestion du temps très stricte, nous, dans un cadre pédagogique, ça explose. C'est-à-dire que nos étapes, elles sont flottantes. On ne peut pas dire telle tâche que tu vas la faire entre telle date et telle date, parce qu'on sait que les étudiants ne fonctionnent pas comme ça, que les étudiants adoptent une méthode que je n'ai pas citée, mais dont j'ai la spécification dans ma mallette, qui s'appelle la méthode à l'arrache. La méthode à l'arrache. C'est-à-dire, je fais quand je peux, et de préférence 3 jours avant la date de dépôt finale du projet. Donc le cycle qui a été retenu, c'est quand même d'implémenter, de leur apprendre ce que c'est quand même qu'une démarche de projet et de respecter ces étapes de requirements, c'est-à-dire attendus, spécifications, implémentation et delivery, c'est-à-dire les livrables, et donc de travailler avec un dispositif qui va permettre un certain nombre de phases reconnaissables dans l'outil. D'autre part, on a voulu quand même que ce module puisse être utilisé dans une vraie gestion de projet, et nous avons ajouté la notion de milestone, la notion d'étape, qui permet de conduire quand même un cycle en spirale à l'intérieur de ce petit dispositif. Enfin, ce petit dispositif que je vais vous présenter maintenant en quelques écrans. L'écran d'arrivée sur ce dispositif, c'est un écran dans lequel nous avons une description. Cette description permet de faire un cartouche du projet. On sait que dans l'industrie, à chaque fois qu'on a un projet, on a un plan, on a un cartouche. C'est ce morceau dans lequel on met les informations globales du projet qui constituent l'entête du document. On reconnaît un ensemble d'onglets, et dans cet ensemble d'onglets, on va pouvoir proposer aux étudiants de rentrer toutes les descriptions qu'ils ont besoin ou qu'on voudrait leur solliciter pour décrire le projet. Voilà une première entité qui s'appelle les attendus, donc les requirements. Les attendus, on se rend compte que dans un projet, les attendus s'organisent suivant des grands paquets, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une liste de choses à faire, ce n'est pas un to-do. Les attendus sont en général une description d'un cahier des charges, et un cahier des charges, c'est structuré. Donc nous avons mis en place un dispositif d'édition de points d'entrée, structuré en catégories sous catégories, avec un arbre et avec un éditeur d'arbres dans lequel on peut éditer un plan complet. Chacune de ces lignes représente soit un chapeau, c'est-à-dire un titre, soit, lorsqu'il est en bout de chaîne, un attendu dans lequel on va pouvoir avoir une description, texte, que l'on va pouvoir rajouter. Le principe de l'arbre, ce que j'en appelle les arbres de raffinement, c'est qu'un chapeau constitue un module, une entité, une description, laquelle peut toujours être raffinée par un découpage inférieur et par des descriptions d'éléments plus petits. Les descriptions vont être fournies avec des indicateurs. Le principe d'un outil de gestion de projet, c'est d'être un outil de monitoring, c'est-à-dire un outil qui permet d'être une machine de vision sur tout ce qui se passe, c'est-à-dire sur l'ensemble des constituants. Et j'ai développé un système d'indicateurs assez complet qui permet de savoir si un attendu est important ou non, si un attendu est lié à une spécification, c'est-à-dire s'il a été décrit par un dispositif technique qui y répond. Et nous avons aussi un indicateur de progression qui va utiliser les indicateurs qui sont mis dans les tâches de l'autre côté du système, qui vont se propager pour nous dire, voilà, cette partie du cahier des charges, à combien de pourcents elle est accomplie.
en fonction des tâches qui ont été complétées dans le plan de tâches. L'éditeur d'arbres est un éditeur ergonomique qui a été mis en place pour pouvoir accéder à n'importe quelle entité, la descendre, remodeler son arbre. Il y a encore des améliorations à faire. On aimerait bien passer en Ajax, c'est-à-dire pouvoir prendre un morceau d'arbre et se le déplacer en drag and drop. C'est un des projets. Ça va demander un petit peu de développement supplémentaire. Les étapes, la différence entre des attendus. La différence entre des attendus et les étapes, c'est que les attendus, c'est simplement une liste. À partir du moment où un milestone, c'est vraiment une balise temporelle que l'on met, on n'a pas de hiérarchie dans cette entité-là. Donc, on met en place un certain nombre de grandes étapes et qui vont permettre de regrouper les paquets de tâches que nous avons à faire ou que les étudiants auront à faire en étapes et qui vont fabriquer un blocage temporel impératif sur la planification des tâches qui sont en dessous. Alors, les autres entités, qu'est-ce que c'est? Ce sont les spécifications. Qu'est-ce que ce sont que les spécifications? Ce sont des descriptions du dispositif technologique que je vais fabriquer pour répondre au cahier des charges. Le cahier des charges exprime une question. J'aimerais que le dispositif me fasse ça, me donne cette fonctionnalité. La spécification, c'est de dire, je vous décris le machin qui va faire ce que vous m'avez demandé. Donc, c'est une étape qui pourrait être sautée dans des plans de projet très, très rapides, mais qui, en général, dans le processus I3E, fait partie vraiment des entités à décrire. Toujours pareil, avec un certain nombre d'indicateurs. Cet indicateur de progression de tâche, puisque la tâche va réaliser la spécification et le dispositif, et le dispositif répond au cahier des charges. Donc, il y a transmission de tous ces indicateurs en transversal à travers les arbres. Et ensuite, un certain nombre d'indicateurs qui dit est-ce que ce morceau, ce dispositif, il est urgent? Est-ce que ce dispositif, il est important? Donc, il y a un indicateur de sévérité. Est-ce que ce dispositif est complexe, qui va permettre de prévoir le risque que nous avons sur ce dispositif? Un dispositif complexe en face duquel on n'a pas la compétence, il y a un risque. On va planter le projet parce qu'on ne va pas pouvoir faire ce morceau, surtout si ce dispositif est impératif dans l'idée du client. Alors là, on est très mal. Voilà un petit peu les indicatifs que l'on va... les indicateurs que l'on va mettre par rapport à ces descriptions. Alors, l'iconographie n'est pas forcément hyper réussie. J'avais lancé un appel pour trouver un bon iconographe qui me sorte des symboles sympathiques, puis je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Donc, j'ai gardé mon iconographie pourrie, symbolique. Les tâches, maintenant. Je vais vite, je m'excuse, parce qu'il est assez riche, comme il y a beaucoup de slides et qu'il faut que je sois court dans le timing. Oui. Les tâches, pareil, un arbre dans lequel une tâche peut toujours être sous-divisée en sous-tâches et dans lequel nous avons la gestion de la prévision du temps prévu pour faire la tâche, l'indicateur de réalisation qui dit combien j'ai mis de temps, et à ce moment-là, je peux savoir si je suis productif ou si je suis, comme vous voyez dans les deux tâches qui sont là-haut, je suis vraiment en retard sur mon boulot, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup plus de temps pour fabriquer ce machin-là que ce que j'avais prévu au départ dans mon plan de prévision. Le principe étant de permettre aux étudiants de réaliser un exercice qui est toujours extrêmement difficile en gestion de projet, c'est l'évaluation du délai prévisionnel, qui est un exercice extrêmement difficile en logiciel, parfois un petit peu plus facile en production matérielle, mais en logiciel, c'est une horreur. Les livrables, pareil, je vais rapidement simplement dire que, en face de nos tâches, nous avons des livrables qui constituent des entrées dans lesquelles on peut accrocher un fichier, et à ce moment-là, le titre du livrable devient un lien et on peut récupérer ce livrable. L'idée, c'est qu'on puisse quand même fabriquer ce qu'on appellerait un devoir complexe, avec des remises complexes, mais dans lequel le plan des fichiers à livrer est quand même parfaitement défini. Un ensemble de vues qui vont permettre de regarder le projet d'une autre manière, puisque là, nous sommes dans une... Tout ce que nous avons vu, ce sont des entités qu'il faut éditer, qu'il faut renseigner. On va construire les différentes représentations et on va pouvoir observer ce projet à partir d'autres critères qui sont le critère de, par exemple, quel est l'ordre de développement que nous avons établi, c'est-à-dire quelles sont les tâches prioritaires, de la plus prioritaire à la moins prioritaire. Et puis là, on voit en bas des tâches qui n'ont pas été qualifiées en termes de priorité. Elles sont dans le paquet.
il m'emmerde celui-là. Voilà pour une vue sur les priorités de tâches. Alors il y en a d'autres. Il y a des tâches par assignées, c'est-à-dire par responsable. Et puis ce qu'on va pouvoir attribuer, le principe c'est que les étudiants soient maîtres d'un espace dans lequel ils vont s'attribuer collectivement des tâches, ils vont faire leur plan de répartition, et là ils ont accès à leur plan de travail avec leur plan de progression. Ça peut. C'est-à-dire qu'on a toute latitude pour dire les étudiants peuvent éditer n'importe laquelle des entités ou on peut empêcher les étudiants d'éditer n'importe laquelle des entités. On a toutes les capacités pour gérer le modèle pédagogique que l'on veut. J'impose les étapes, j'impose le cahier des charges, vous vous démerdez avec les spécifications et les livrables. J'impose les spécifications, vous retrouvez le cahier des charges. Hein, on peut jouer avec des blocages qui permettent à l'enseignant de constituer le dispositif de départ et laisser les étudiants compléter tout le reste. By work type, c'est-à-dire par type de tâche. Alors là, les types de tâches sont calés sur un des projets informatiques, mais on pourrait imaginer d'autres sémantiques de description de tâches par rapport à d'autres environnements. Il manque un petit éditeur de catégories qui va être rajouté bientôt dans ma prochaine session. Dès que j'aurai des petites vacances de 10 jours, là, je vais rajouter un éditeur de catégories pour permettre de customiser complètement ce jeu de catégories et ce jeu de qualificateurs de manière à ce que chacun puisse construire vraiment sa méthodologie. On a un petit explorateur puisque vous avez des entités qui sont toutes liées entre elles. C'est-à-dire vous avez des arbres, donc je connais mon père, je connais mes frères, etc. Mais puisque les entités sont liées entre elles, les attendus aux spécifications, les spécifications aux tâches, les tâches aux livrables et les étapes au milieu, nous pouvons naviguer à l'intérieur d'un véritable réseau de liens et de dépendances. Et donc nous avons un navigateur dans lequel on a l'entité développée avec tout son texte, et nous avons tout autour tous les liens qui vont permettre de naviguer à travers ce réseau, de repartir à partir de ma tâche, de remonter aux spécifications, de repartir aux livrables, et de naviguer item par item, en ayant l'article complet sous les yeux. Qu'est-ce qui me reste? Quelques petites vues du type diagramme de Gantt classique. J'ai voulu faire un PERT, je me suis cassé les dents, je me suis dit, oh là là, ça va être 10 jours de programmation comme un fou pour fabriquer le PERT des dépendances. Le problème de la programmation, là, c'est de fabriquer le générateur graphique. Hein. C'est ça qui est compliqué, finalement. Hein. Tout ce qui est gestion de données autour, c'est finalement, dans Moodle, assez simple. Quand on a une bonne pratique du PHP, fabriquer un générateur graphique de graphes, c'est immédiatement une grosse tâche de développement. Je voudrais bien trouver des étudiants pour me faire ça, quoi. L'usage des groupes. Bien sûr, ce système, à l'origine, je l'avais pensé pour me faciliter la vie, c'est-à-dire que je puisse fabriquer un seul plan de projet de démarrage, et donc de permettre en un seul déploiement de modules, d'avoir immédiatement tous mes espaces séparés pour mes 250 divisé par 4 étudiants. Vous voyez le nombre de projets parallèles qu'il faut mettre en place. Si j'avais dû mettre en place un gestionnaire de projet pour chaque groupe, j'en aurais eu pour une semaine de travail à configurer les espaces de travail. Donc l'idée, c'est, je mets mon gestionnaire de projet, j'ai fabriqué mes groupes dans mon cours Moodle, immédiatement, j'ai autant d'espaces parallèles en mode visible ou pas visible ou isolé, disponibles pour mes étudiants. Mes étudiants arrivent dans leur espace de travail, ils arrivent dans leur dispositif, et j'instancie comme ça, en une seule opération, une centaine de dispositifs de conduite de projet indépendants. Qu'est-ce qui me reste? Alors, les projets parallèles, l'idée c'était qu'évidemment on va avoir des besoins très rapidement de copies de morceaux de projets sur les autres groupes, notamment quand on prépare un plan de cahier des charges et un plan d'attendu, on a envie de pouvoir alimenter les 50 espaces de travail qui sont vierges des groupes avant de commencer à travailler avec ce qu'on vient de préparer. Donc, j'ai mis en place un système de copies multiples qui permet, à partir d'un projet, je prends une entité, je la recopie sur tous les autres espaces. Dans lequel on peut choisir exactement ce que l'on va recopier, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout recopier. Alors, il reste encore quelque chose qui est dans les plans, dans la roadmap, c'est de pouvoir faire une resynchronisation, ce qui n'est pas prévu aujourd'hui, c'est-à-dire la recopie efface tout ce qu'il y avait avant.
Donc c'est embêtant parce que d'un point de vue informatique, il y a des liens internes entre les entités qui se font avec des clés étrangères et que ça c'est assez compliqué à gérer pour faire la resynchronisation, mais il va falloir que je m'y attelle parce que c'est une fonction que je me demande à moi-même déjà, hein, avant même que les utilisateurs me la demandent, je me la demande. Les évaluations, c'est le dernier point. Le projet doit être évaluable, puisqu'il s'agit d'un projet en conditions pédagogiques, donc il faut qu'il y ait un outil d'évaluation, une fiche d'évaluation. Comme un projet est une construction complexe, il n'est pas pensable d'avoir une évaluation simple, malheureusement, ça ne tient pas la route. Donc il a fallu faire une évaluation multicritère, et comme cet outil est destiné à être utilisable dans n'importe quel champ d'application, ben évidemment, je ne peux pas fixer les critères à l'avance. Donc, qu'est-ce qu'on met? Un éditeur de critères, et chaque enseignant va pouvoir, pour chaque projet, définir le jeu de critères qu'il veut utiliser, plus un certain nombre d'évaluations, par exemple, une synthèse de notes automatiques. Alors, comment ça fonctionne la note automatique? Je vérifie que chaque entrée du cahier des charges a une chaîne complète jusqu'au livrable, c'est-à-dire que les étudiants ont bien joué le jeu sur les liaisons entre entités, ils ont bien compris le principe, ils ont bien mappé leur projet. Et donc j'ai un indicateur de complétion, de l'utilisation correcte du dispositif. Et puis ensuite, j'ai un autre indicateur que je suis en train d'essayer de finir d'élaborer, qui est la bonne répartition du travail entre les gens de l'équipe. C'est-à-dire que si les gens se sont bien répartis la charge, ils vont avoir une bonne note de fonctionnement de l'équipe. S'il y en a un, le geek qui est arrivé et qui a tout pris en disant « moi je m'occupe du projet, vous faites mon devoir de machin », on a loupé l'objectif pédagogique de conduite de projet en groupe. Voilà donc le jeu de critères. Je vous laisse voir, on a un éditeur de critères qui va permettre de fabriquer ce jeu de critères. Alors on n'est pas obligé d'activer cette notation multicritère. On peut garder le dispositif en notation simple, une seule note pour le prof. Pour l'instant, les critères sont essentiellement basés sur les étapes. On va noter les étapes. Ça semble être un jeu de critères automatique, du moins systématique par défaut possible, mais on peut fabriquer ces critères. Alors voilà, là j'ai mis un certain nombre de critères, la qualité du code, la couverture fonctionnelle, etc. On peut avoir la notation qui va répondre évidemment à cette mise en place de critères. Je vais pouvoir donc noter les étapes et je vais avoir une note par critère par étape. C'est-à-dire que mon jeu de critères va être transversal à toutes les étapes et va être applicable à chacune des étapes, et automatiquement, on va accumuler des notes pour chacune des étapes, et ça se fait automatiquement par le module. Voilà une autre possibilité de mise en place de notation avec des évaluateurs automatisés qui vont calculer, qui ont calculé, là, le pauvre étudiant, qui moi-même d'ailleurs, n'a que 3 sur 20 dans cette notation, parce que je n'ai pas du tout complété les relations entre les entités. La roadmap, pour terminer, qu'est-ce qui doit être fait? Je voulais que ce dispositif puisse, en même temps que j'installe un gestionnaire de projet sur mon Moodle, que tous mes serveurs de versionning, enfin, tous les modules destinés à chacun des groupes de travail, puisque moi je suis dans le logiciel, donc qu'il y ait un espace de versionning et de gestion du code automatiquement déployé, sans que j'ai rien à faire, sur mon serveur de versionning sous CVS ou sous SVN, qui sont 2 technologies de versionning, qui permettent donc à une équipe de mettre en place en commun des documents, du code, et ensuite de pouvoir avoir une interaction avec gestion des conflits lorsque les gens s'écrasent du code ou se modifient les fichiers. Il y a certaines fonctions d'édition, je me suis rendu compte que dans des très très grands arbres, quand on veut vraiment remodeler son arbre et qu'on n'a pas ces outils WYSIWYG, un petit peu Ajax, c'est un petit peu compliqué parce que là, on doit déplacer les trucs, on doit remonter tout l'arbre, c'est pas très ergonomique. Le PERT qui doit être construit, l'iconographie des qualifieurs, mais ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est pas très important. Le générateur de dossiers techniques qui aujourd'hui est bien avancé, qui fonctionne avec quelques défauts qu'on a vus ici lorsqu'on l'a porté sur une plateforme qui n'était pas chez soi. Mais qui, alors le principe c'est quoi? C'est déjà le projet exporte tout en XML. On est capable d'avoir toute la description exportée en XML et aujourd'hui on a même un générateur
qui fabrique déjà le document avec une feuille de style par défaut. C'est-à-dire que les étudiants me rendent déjà un document complet PDFisé qui fait 50 pages, avec la totalité de leur description organisée, avec des hyperliens qui permettent de naviguer dans le document. Une grosse génération, ça arrive dans une pop-up de leur navigateur, ils ont tout le document. Voilà. J'ai des remerciements aux gens qui m'ont aidé depuis plus de 6 mois à débugger, à améliorer et à vraiment finaliser cet outil. Cet outil représente à peu près 1 mois de développement lourd, plus 2 mois de travail avec Thierry, avec Francis Vandrel de Genève, avec Philippe Verdenal en Libye, qui l'utilise, lui, dans des programmes de formation en entreprise, de formation à la gestion de projet en entreprise. Il utilise ce module pour former les cadres des entreprises sur lesquelles il est en mission à Tripoli, en Libye. Et puis, bien sûr, nos remerciements tous communs à Martine, qui nous a permis d'avoir cet environnement pour développer des nouvelles idées, des nouveaux modules, des nouveaux projets. Et tous les autres gens qui non comment se récupérer. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il me reste un tout petit peu de temps pour montrer ce que ça a donné? Alors, ce que ça a donné, je vais vous montrer donc 2 choses. Je vais vous montrer dans le site ethno-informatique ce que ça a donné avec les étudiants. On va dans la caverne d'Ali Baba. Ah, je pense que je ne suis pas correctement connecté. Bah, éventuellement, je peux rebasculer sur celui-là en vidéo. Hein, changer prise. Ah, il est déconnecté en alimentation. C'est en alimentation. Je vais essayer de me connecter correctement. C'est simplement la connexion Wi-Fi qui doit être déconnectée. Non, c'est mes billets de train. Ah, il n'y a pas de Wi-Fi ici? L'équarrissage se fait sans Wi-Fi. On ne peut pas diffuser les photos atroces de... Ah, merde. Bon, ben on va basculer. Si on peut basculer, on va basculer. On va basculer. Oui, s'il y a des questions en attendant qu'on fasse le basculement. Non, c'est... Pourquoi, à votre avis, quels sont les plus et les moins qu'apporte votre outil par rapport à des logiciels de gestion de projet existants? Absolument. Et pourquoi on va utiliser plutôt ça? Alors, je pense à Microsoft Project. Ouais. Mais il y a des... D'abord, premièrement, c'est à l'intérieur du dispositif Moodle, donc on peut agencer cet outil de gestion de projet à côté de forums, à côté d'évaluations, à côté de tous les outils que nous avons et tous les composants que nous avons dans Moodle. Il a la batterie. Deuxième chose, c'est que le modèle de gestion de projet est simplifiable. On peut déconnecter tout un paquet d'obligations de gestion. Qu'un outil de gestion de projet, regardez le tracker. Qui dans la salle travaille un petit peu sur le tracker de Moodle? Personne. Bah, Étienne. La grosse question, il y a eu une grosse discussion il y a 2 mois sur le problème du tracker, qui a été de dire il y a beaucoup d'utilisateurs de Moodle qui aimeraient bien rapporter des défauts, mais cette interface de tracker est extrêmement technicienne et ça demande un apprentissage. Et là, il y a un coût d'apprentissage, il y a un coût d'accès à cette technique de participation à la communauté technique qui est énorme. ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce que vous nous avez montré du module gestion de projet peut être simplifié. Il peut être simplifié. C'est-à-dire qu'on peut enlever des entités. D'accord. On n'est pas obligé de suivre tout le processus.
on peut enlever des entités, ne pas utiliser toutes les entités. Alors là, il y a encore une discussion avec les utilisateurs à faire, parce que moi je suis encore complètement ouvert sur ce module, il va évoluer, il va encore être retravaillé avec vos suggestions, évidemment. L'idée de faire des entités complètement débrayables, j'ai commencé par les capacités à enlever par exemple la partie attendue spécification pour n'avoir plus que les tâches. Et pour n'avoir plus que un gestionnaire de plan d'action. Et enlever la partie définition qui ne correspond pas forcément à toutes les utilisations. Et on peut aller encore plus finement. Il faut savoir que dans un développement, ce qui coûte cher dans un développement de module, c'est la mise en place de la stratégie globale. Tous les ajustements, les petits ajustements fonctionnels, les petits détails, les petites altérations, tiens, moi je voudrais qu'il fonctionne comme ça, et je voudrais que, tiens, ça soit débrayable ou ça soit plus paramétrable, c'est des choses qui ne coûtent pas très cher en développement. Ce sont des choses qui vont coûter entre 5 minutes et peut-être parfois 1 heure de mise au point si la demande est un petit peu complexe. Mais ce qui coûte très cher, c'est la mise en place de l'architecture du bazar. Une fois que cette architecture a été développée et testée, après, ça roule. On peut répondre à des demandes assez facilement. Il ne faut pas que je fasse ma dyslexie.fr. Donc, ma caverne d'Alibaba, qui est un des premiers Moodle que j'ai mis en place à titre totalement personnel. 3 ans de travail là-dessus, dans lequel il y a tous mes cours. Hein, il y a absolument tous mes cours. Et en bas de la caverne d'Alibaba, vous voyez, on fonctionne avec à peu près 1063 utilisateurs. Et en bas de la caverne d'Alibaba, en dessous des cours, il y a dans les services Moodle la totalité des espaces de gestion de tous les modules que mon groupe de travail, que j'essaie de faire grandir, prend en charge. Dans ces espaces, nous avons un espace dédié au Tech Project dans lequel vous avez un tracker, vous avez un forum, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des suggestions d'utilisation, d'amélioration. C'est un tracker qui est plus simple que le tracker de Moodle et qui permet à une communauté d'utilisateurs qui n'ont pas envie de s'investir à devenir membre de la communauté technique pour faire des suggestions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les étudiants? Voilà ce qui s'est passé avec les étudiants. Nous avons travaillé sur un projet informatique en 2e année au 2e semestre. Et ça a donné la chose suivante, c'est que, bon, malheureusement, moi, mes outils sont, comme je vous l'ai dit, je suis obligé de travailler un petit peu à l'intérieur, un petit peu à l'extérieur, parce que nous avons, ce Moodle-là n'est absolument pas officiel, hein, c'est un Moodle pirate, qui est en dehors de l'école et qui me... Hein? On coupera au montage. Non, c'est aujourd'hui devenu maintenant un gag. Et alors voilà ce que ça a donné avec des étudiants. Excusez-moi, quand tu dis 2e année, ça veut dire M1 là, on est en 1re année d'école d'ingénieur, donc après 2 ans de prépa, et nous sommes au 2e semestre. Donc ils ont eu une préparation au 1er semestre avec modélisation, analyse et un certain nombre de choses. Et nous arrivons au 2e semestre avec la mise en place de la gestion de projet pour leur projet de fin d'année, dans lequel ils avaient une base de données qu'ils avaient déjà, mais ils avaient tout un dispositif logiciel à monter autour de cette base de données. Et je vais prendre mon groupe d'étudiants qui a très très bien fonctionné, qui s'est très très bien approprié le système. C'est le seul. Je ne pouvais pas tellement leur mettre le fusil sur la tempe parce qu'institutionnellement, je n'avais pas la possibilité de le faire. Donc, je n'ai pas pu vraiment faire des relances sur les autres groupes. J'ai proposé le dispositif à titre supplémentaire pour ceux qui voulaient, totalement volontaire. Et là, nous avons effectivement des étudiants qui ont joué le jeu, qui ont compris les enjeux du dispositif, qui l'ont accepté et qui ont eu une production absolument remarquable à la fin. Totalement remarquable. Vous voyez ce qu'ils ont été capables de rentrer, c'est-à-dire qu'ils ont compris comment l'outil était capable de co-organiser l'ensemble des tâches
que chacun avait à faire dans le dispositif, à la fois les tâches individuelles et les tâches communes. Donc ils ont rempli tout leur plan de tâches et ils se sont débrouillés à faire ça. C'est-à-dire que c'est eux qui ont réfléchi à la façon de gérer les entités pour décrire ce qu'ils avaient à décrire. Alors ça donne quoi à l'arrivée? Ça donne qu'en ayant fait cette description et en ayant joué le jeu, ils ont été capables de produire un vrai document de gestion de projet. J'espère que je vais arriver à générer, si je clique au bon endroit. Ils ont réussi à me rendre et à générer le rapport de projet complet. Bon, j'espère que mon petit générateur ne va pas tousser, parce qu'il y a un certain nombre de descriptions. Voilà ce qu'ils ont généré à la fin, à l'arrivée. Alors j'ai encore un petit problème linguistique sur les chaînes. Mon générateur ne passe pas en français, mais ils ont généré la totalité de leurs documents. Et ça, c'est eux qui ont écrit la totalité des choses. Ils m'ont mis l'ensemble de leur cahier des charges. Ils ont fabriqué un véritable travail de professionnel, avec des postes d'écran, avec un maquettage des écrans. Enfin, c'est une quantité de production absolument exceptionnelle par rapport à ce que nous sommes capables de tirer des étudiants en situation classique de gestion de projet, où vous me remettez un PDF de votre cahier des charges où on a un document de 4 pages tiré vraiment à la pince, on arrive à leur extorquer un certain nombre de descriptions. Ben là, voilà, on a un résultat de ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils se sont investis sur l'intérêt que le machin leur permettait de bien organiser leurs pensées et leur livraison dans un ensemble très compact. Voilà un des exemples que nous avons vraiment réussi sur ce groupe. Alors c'est vrai que ce n'est pas un groupe de manchots, ce sont des étudiants qui ont déjà une conscience du projet informatique et qui ont voulu vraiment s'y mettre. Bon, les autres groupes, c'était moins probant, mais là, bon, je suis content d'avoir ce résultat-là à montrer. Ils ont même édité tout en anglais, hein. Ils ont tout rédigé en anglais. Hein? Donc voilà le premier exemple, et puis si j'ai 3 secondes encore, j'ai un deuxième exemple que je peux vous montrer. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est la façon dont nous avons mis en place l'utilisation de ce dispositif dans un vrai projet industriel. Qui est en train de démarrer, dont je n'ai pas pu m'exprimer, une connerie. Ouais. EISTI. Qu'est-ce que j'ai oublié? Test ici. Donc, projet sur lequel je n'ai pas pu vraiment communiquer de manière totalement officielle parce que j'avais pas les retours, j'avais pas les feedbacks. Donc ce projet que nous sommes en train de mettre en place, que nous avons démarré avec le ministère et avec Intel, qui est le grand buzz non officiel du Moodle-Moot, puisqu'il s'agit de reprendre ce dispositif performance dont on a entendu parler à Castres l'an dernier, et que nous avons démarré une mise en place de développement sur cet outil-là. Et j'étais très étonné de voir le bon accueil que les gens du ministère et les différents acteurs de ce projet, qui vont être donc un certain nombre d'académies, un certain nombre d'IUFM, les gens du SIGAT à Toulouse. Et je suis étonné de voir le bon accueil que tous ces acteurs, un petit peu disparates, ont fait du dispositif de projet que j'ai essayé de leur constituer ou de leur proposer, dans lequel l'intégralité du cahier des charges du ministère a été rentrée dans le gestionnaire de projet et que nous allons suivre dans ce gestionnaire de projet en termes de contrôle. Voilà l'intégralité du cahier des charges. Là, c'est une
démonstration de l'utilisabilité du dispositif en vrai champ, quoi, en vrai champ d'entreprise. Je voulais que ce dispositif soit à la fois un dispositif pédagogique, mais que dans le cadre d'institutions qui se servent de Moodle comme système d'information de plus en plus central, qu'ils aient aussi une possibilité. Donc j'ai transformé un Moodle en centre de gestion de projet, j'ai repris toutes les chaînes, j'ai transformé le mot cours en projet, le mot enseignant en chef de projet, le mot étudiant en collaborateur, et vous n'avez plus un Moodle pédagogique, vous avez un Moodle de gestion de projet. Et ça marche parfaitement bien. Voilà, vous avez l'intégralité de ce plan du cahier des charges qui commence à être suivi. Il y a plus de 40 pages de cahier des charges et il y aura à terme 400 entrées dans ce machin-là, 400 entrées d'attendus sur la réalisation de cette plateforme pour décembre. Ça doit tourner en décembre et ça doit être déployé au national en 2009, premier trimestre 2009. Donc c'est ton cadeau de Noël. C'est mon cadeau de Noël. Ça va me permettre de faire du Moodle à 150%. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, puisque j'avais quand même une charge de prof entière à l'école, dont je me débarrasse pendant 1 an et demi pour faire du Moodle à 150%. Merci beaucoup. Voilà, j'ai terminé, j'ai fini.